qui sera donc organisé mardi prochain et qui touchera les enjeux du secteur culturel avec Alessia Fassone, qui est conservatrice au musée égyptien de Turin, et Jean-Miguel Pire, qui est sociologue et historien et chercheur à l'école pratique des hautes études et chercheur à l'école pratique des hautes études, pardon. Ces chroniques franco-italiennes sont organisées conjointement par le Cercle franco-italien et la section Italie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons et animons la section des alumni et de Sciences Po qui touche les relations franco-italiennes. Donc, depuis Paris avec Rumete Mariani et Rocco Ponzano, et depuis Milan pour Camilla Pagani, qui est donc basée nel bel paese. Je voulais tout d'abord remercier beaucoup Bernard Elroul, qui est donc délégué général de l'association, pour sa présence ce soir et qui a bien voulu accepter d'introduire notre session d'aujourd'hui. Après son introduction, nous laisserons la parole à Angelo, que j'introduirai et dont je décrirai un peu le parcours. Et nous aurons ensuite un débat avec les membres du Circolo et de la section Italie avant de débattre avec l'ensemble des participants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Elles seront lues et posées le cas échéant par un membre de l'équipe si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement. Donc, je ne tarde plus trop sur ces propos préliminaires et je laisse la parole à Bernard si vous souhaitez dire quelque chose pour introduire cette section. Merci Sophie, bonsoir à toutes et à tous, buonasera, mais je vais m'exprimer en français devant vous parce que même si je comprends bien l'italien, ça serait faire un peu honte au Circolo et à toutes les oreilles présentes si je devais m'exprimer dans cette si belle langue. Alors, merci tout d'abord au Circolo et à la section Italie pour ce cycle de témoignages qui a débuté la semaine dernière en présence de Pascal Perrino, le président de Sciences Po Alumni, qui me charge de vous transmettre ses plus chaleureuses salutations pour ce soir et ses vœux de bonnes et heureuses conférences en ligne. Alors, cette conférence que vous organisez ce soir, elle est très importante pour moi en tant que délégué général, mais pour l'ensemble de notre communauté d'alumni, et ce, à plusieurs titres. Elle est importante tout d'abord, évidemment, en termes d'animation de la communauté. Nous avons ce soir, c'était le cas la semaine dernière, un très bel exemple de coopération entre différentes entités de Sciences Po Alumni. Comme vous le savez, notre association est organisée en plus d'une centaine d'entités, des groupes professionnels, des cercles, des sections régionales, des sections internationales, des clubs, des promotions. Et donc ce soir, le fait qu'une section internationale et un cercle, alors certes avec un effet de capillarité et de problématiques évidemment extrêmement fort et proche, néanmoins c'est un très bel exemple de coopération que nous engageons et que nous invitons très fortement à se multiplier et à se développer au sein de l'association. C'est très important également parce que vous vous en êtes peut-être rendu compte depuis un peu plus de 2 mois désormais, votre association, d'abord et avant tout grâce à ses membres et grâce à ses différentes entités, a fait des pas de géant en termes de digitalisation. Se retrouver comme nous le faisons ce soir en étant connectés, que ce soit en France hexagonale ou à l'étranger aussi nombreux, c'est très franchement quelque chose que nous n'envisagions pas d'une manière aussi performante et aussi efficace il y a de cela encore un peu plus de 2 mois. Et ce travail, ce succès, il est dû d'abord et avant tout à chacune et à chacun d'entre vous qui avez joué le jeu de cette digitalisation et qui avez pris l'initiative de lancer des événements en ligne, comme c'est le cas ce soir. Donc, merci à nouveau au Circolo et à la section Italie. Quelques chiffres pour illustrer ces propos. D'ici à la fin du mois de mai, nous aurons organisé plus d'une centaine d'événements en ligne
plusieurs milliers d'alumni, qui soient adhérents ou non, auront participé à ces événements. Et c'est évidemment une dynamique que nous allons poursuivre dans les semaines et dans les mois à venir. Cela nous permet de répondre en partie, mais de manière efficace, à une demande récurrente de notre communauté alumni qui ne vit pas en France, et j'ai envie de dire plus précisément, qui ne vit pas en Île-de-France, et encore plus spécifiquement qui ne vit pas à Paris, où sont organisées quand même plus de 80% de nos activités. Donc cela permet de répondre aux interrogations de nos alumni qui vivent en région hors de Paris, pour ceux qui vivent en France, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines, et pour nos alumni qui vivent à l'étranger. C'est aujourd'hui un moyen, ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen efficace, performant et pertinent de répondre à ces interrogations. Le deuxième élément, ou le deuxième point saillant qui rend ce type de rencontre essentiel pour moi, c'est évidemment le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Partage d'expériences et de bonnes pratiques à travers une intervention comme celle qui nous est proposée ce soir. Nous avons un angle d'attaque, un angle d'observation renouvelé sur la manière dont chacune et chacun, soit à titre personnel, soit dans le cadre de son activité professionnelle, a vécu la période de confinement, a vécu son activité professionnelle en temps de crise, et vit cette sortie de crise et ce déconfinement que nous connaissons pour la France et pour l'Italie depuis quelques jours, à peine une semaine pour la France et quelques jours de plus peut-être pour l'Italie. Donc, on a eu d'ores et déjà, au sein de Sciences Po Alumni, un certain nombre de témoignages, que ce soit les Galeries Lafayette, que ce soit Axia, que ce soit Veolia, que ce soit City Scoot, ce soir Sodexo. Ce sont autant de témoignages qui sont essentiels pour nos alumni, qui ne viennent pas assister à ce type d'événement pour obtenir forcément des réponses aux questions qu'ils se posent, mais bien davantage pour recevoir des éclairages, en tout cas nouveaux, pour partager des bonnes pratiques, des expériences. Et je crois que ça, c'est très important. Et le troisième point saillant qui mérite, selon moi, d'être souligné, c'est qu'une rencontre comme celle de ce soir, elle nous permet, au même titre que les précédentes que j'ai citées, elle nous permet de réfléchir d'une manière très transversale, d'une manière globale, d'une manière, j'ai envie de dire, très pluridisciplinaire, ce qui est la caractéristique de la formation Sciences Po, c'est l'ADN Sciences Po, cette pluridisciplinarité. Eh bien, cela nous permet de réfléchir tous ensemble avec différents points de vue aux grands enjeux qui sont les enjeux de demain et qui permettent d'une certaine façon pleinement à une association comme la nôtre, adossée à son école, eh bien de prendre une part essentielle, une part significative au débat public. Je crois que c'est le cas ce soir. Donc, merci à nouveau au Circolo et à la section Italie. Merci beaucoup, évidemment, à l'invité et à l'intervenant de ce soir, Angelo Picciliero, directeur juridique du groupe Sodexo, que je salue très chaleureusement. Et je repasse la parole à Sophie. Très bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup Bernard pour ces propos. C'est vrai que nous sommes une petite partie en tant que cercle franco-italien d'une communauté qui est bien plus vaste et qui regorge d'initiatives, et qui sont donc les alumni de Sciences Po, et c'est bien de le rappeler. Angelo Piccirillo, quant à lui, qui va prendre la parole, est en charge des activités juridiques du groupe Sodexo. Il a notamment sous sa coupe tout ce qui va concerner l'utilisation des données, la conformité, le M&A, le corporate, sous un aspect juridique à la fois en Europe et à l'international. Donc, il chapeaute les différentes problématiques à ce titre
à niveau global. Il a précédemment travaillé pour d'autres grands groupes internationaux et a donc une connaissance de l'entreprise du fait de sa carrière et de ses différents passages. Il est diplômé en droit international auprès de l'Université de Rome, entre autres, et professeur à HEC. Son témoignage nous semblait particulièrement intéressant aujourd'hui à double titre. D'un côté, Sodexo est une entreprise qui est leader du secteur des services. Dans le secteur des services, on retrouve beaucoup de ces métiers que Macron a appelés les métiers de la seconde ligne, donc des agents, par exemple, d'entretien qui n'ont pas traité directement, comme a pu le faire le corps médical, la crise, mais qui en tout cas s'est retrouvé impliqué dans sa gestion et dont le rôle a été essentiel à plusieurs égards. Sodexo regroupe 470 000 collaborateurs dans 67 pays à niveau global. C'est le premier employeur privé dans le monde français pour ceux qui ne le savaient pas. Et on connaît souvent ces activités qui sont liées aux cantines. Mais de facto, il s'agit aussi d'un ensemble de services reliés par exemple à l'énergie, au sport et aux loisirs, à la santé, aux seniors, aux écoles, aux universités, mais aussi la garde d'enfants, la conciergerie et l'aide à domicile. Donc toute une série d'activités assez vastes et sur lesquelles une grande partie de nos sociétés se repose, comme on a pu le voir notamment ces derniers jours. Angelo a par ailleurs et fait d'ailleurs encore partie de la cellule de crise qui gère l'impact de la pandémie au niveau du groupe. Donc, c'est un ensemble de collaborateurs de l'entreprise à un certain niveau qui est en charge de réfléchir et de mettre en place les stratégies pour pallier aux impacts sur les activités de l'entreprise et également le déconfinement. Donc, je pense que nous avons pensé que son témoignage était particulièrement intéressant à ce double titre. Et sans plus tarder, je lui laisse donc la parole. Merci Sophie. Donc, merci d'abord à tous pour être connectés avec moi ce soir. C'est avec grand plaisir que j'accepte cette invitation. C'est ça mon premier moment on peut dire, de réflexion après 4 mois très intenses. Et je suis très content de partager ce moment avec vous. Donc, j'ai malheureusement très peu de temps et énormément de choses à vous dire. J'essaierai d'être le plus direct et transparent possible. Et je vous invite déjà, si vous avez des questions particulières, n'êtes pas timide, entre guillemets, et d'utiliser la chat pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Comme été dit par Sophie au début, j'ai eu la chance, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à utiliser, de reprendre la fonction juridique chez Sodexo il y a 1 an. Et je peux vous assurer que je n'avais pas prévu, comme je pense beaucoup entre nous, de me retrouver à devoir gérer la fonction juridique d'un groupe de cette taille pendant une crise et une pandémie comme je pense qu'on n'en a jamais vu dans les derniers 100 ans. J'aimerais bien commencer pour raconter une histoire. Donc, parce que je pense à la fin, ça, c'est pas vraiment à moi, c'est comme ça que je la vis. Pour moi, c'est un moment de partage, c'est pas vraiment en conférence dans le sens classique. Et donc, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Et l'histoire commence les mi-janvier, vers la fin de janvier. C'était juste après notre AG, et c'était passé plutôt bien. Tous les Sodexo en groupe côté, donc on avait fait notre assemblée générale. C'était, je pense, un des derniers qui était fait avec en live, pas à huis clos. C'était passé plutôt bien. Et les jours après, je reçois cette call le directeur des opérations de l'Asie-Pacifique qui nous appelle, nous communiquant que la ville de Wuhan était mise en lockdown pour le coronavirus. Pour votre info, on gère les hôpitaux de Wuhan dans notre activité. Donc, on s'occupe de toute la partie restauration, services, manutention, etc. Et je me rappellerai comme c'était hier en disant, je pense, c'est ce mot, que ça vient de commencer et il y aura de fortes chances que ça va continuer. C'était le mois de janvier. Beaucoup est passé dans les derniers 4 mois. On a vu, et j'ai eu la chance d'être partie du comité de crise qui est donc à niveau global pilote la stratégie
pour la société et dans la cellule de crise qui s'occupe de ça à niveau global et qui coordonne les différentes cellules de crise qui sont dans la région, on a vu le virus commencer à se propager. On a vu juste après ce qui s'était passé à Singapour, qui à l'époque était un très bon exemple de gestion, on venait identifier comme tel. Et à ce moment-là, les mois de janvier et de février, on considère vraiment ça comme un problématique de type vraiment local asiatique. On n'avait pas de visibilité, on avait des plans, bien sûr, on avait des business continuity plans qui étaient en place au niveau global, etc. Mais on la sentait quand même comme une chose qui était loin. Depuis, et c'était de façon exponentielle, on a commencé à voir l'Italie avec le premier lockdown le mois de mars, après la France juste une semaine après celui-ci, jusqu'à arriver maintenant à ces situations un peu hybrides dans lesquelles on vit des lockdowns dans certains pays avec des reopenings dans d'autres. La réalité, ils sont passés que 4 mois, mais l'impact financier, l'impact sur notre service, l'impact sur notre gens est quelque chose de difficilement explicable. Qu'est-ce que je peux, par contre, partager avec vous et qu'est-ce que nous avons essayé de faire? C'est avec fierté, et je pense que c'est un des passages que Sophie a touché brièvement, c'est que j'ai dit qu'on était très fiers de l'engagement de nos gens, sur la façon dans laquelle on s'est mobilisé pleinement face au COVID-19. On a eu 3 piliers fondamentaux sur lesquels on s'est focusé. C'était préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Rappelons-nous que c'est les collaborateurs qui sont dans les hôpitaux, c'était des collaborateurs qui étaient dans les sites de manufacturing side, les sites de production. C'était en fait les gens qui continuaient, soi-disant, qui faisaient les services à côté, la deuxième ligne, comme on l'appelle parfois, mais qui étaient un peu à le cœur de permettre en fait à les entreprises et à les usines de continuer à travailler. On a dû assurer aussi la continuité d'activité de nos activités. Vous pouvez bien imaginer que dans une activité comme celle de Sodexo, qui a par exemple les écoles, les sports de loisirs, d'ailleurs, on attendait avec impatience les Jeux olympiques de Tokyo qui étaient reportés et on était là à essayer de comprendre les impacts. Une des questions qui s'est posée tout au début, c'était comment assurer la continuité de notre activité, comment s'en réinventer, comment avoir accès, par exemple, à les masques. Il y a eu énormément de débats en France, vous pouvez bien imaginer les débats qu'il y a eu au niveau international sur le port de masques et sur les PPP pour continuer en fait l'activité. Et en même temps, dans une situation aussi complexe, c'était aussi un des autres focus pour nous, c'était assurer la pérennité de l'entreprise et de notre activité pour le court et pour le long terme. Dans ces très peu de temps, je peux essayer d'expliquer. Moi, j'ai essayé de vous expliquer un peu sur quoi nous se sommes focalisés. Et on pourrait dire que le focus était grosso modo sur 6 piliers fondamentaux. D'abord, la première chose, c'était la gestion proactive des effectifs. Vous pouvez bien imaginer qu'on a eu beaucoup de sites qui étaient fermés, typiquement les écoles, les universités, tous les sites de sport et loisirs, les stades, toute la partie événementielle. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de redéployer sur des sites où il y avait plus forte demande, par exemple l'healthcare, tout ce que c'était possible. Et la deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est de suivre, par exemple, tout ce que c'était les initiatives qui étaient mises en façon pas unique, les aides gouvernementales en matière d'emploi. Donc, redéployer, comprendre qu'est-ce que c'était possible de faire pour garantir l'emploi. On s'est lancé dans l'optimisation des congés et des absences pour la partie des effectifs. Et tout ça nous a permis, nous avons essayé de faire, essayer de garder le maximum des effectifs. Pourquoi les effectifs étaient importants pour nous? Sodexo n'a pas autre atout que ces gens. On ne produit pas, on donne des services. Et dans une situation comme ça qui en fait touche les gens, la gestion proactive des effectifs, c'était pour nous la clé pour essayer de garder au maximum les personnes qu'on pouvait. Et là où on ne pouvait pas, essayer de les accompagner pour réassurer après un suivi d'après. Sodexo était la première, par exemple, qui a lancé l'Employment Relief Program. C'était un programme avec toute la contribution de top management pour en fait donner de l'aide là
où les initiatives gouvernementales n'existaient pas. Enfin, on a, soi-disant, des pays qui étaient plus généraux, avaient un système un peu plus de protection pour les emplois. On n'a pas eu la même chose à des autres pays où notre salarié, dans le moment où les sites s'arrêtaient, avait en fait plus droit à pas grand-chose. La deuxième, c'était la gestion stricte de la trésorerie. Pour garder et continuer l'activité de l'entreprise, la trésorerie reste fondamentale. Donc, on a maintenu, par exemple, un dialogue continu avec nos clients, leur santé financière, physique. On a fait des reports de projets d'investissement. Typiquement, on a un peu halté ce qu'on appelle les fusions-acquisitions. On les a mis à un autre, ils n'ont pas le moment, focusons-nous sur ce que nous avons aujourd'hui. Et on a fait un suivi quotidien de toutes les sorties des trésoreries. Donc, et ça, dans la holding comme dans tous les filiales du groupe. Sodexo opère dans 60 pays dans le monde. La troisième chose, autre pilier sur lequel on s'est focusé, c'était le suivi de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a essayé de sécuriser les produits critiques. Typiquement, on parle de les PPP. Il y a eu énormément de débats sur les PPP, mais pour nous, en tant que fournisseurs de services, les PPP étaient aussi synonymes pour nous pour continuer à délivrer notre service. On a une gestion de stock très important et on a commencé à monter la fréquence de livraison. Le quatrième pilier, c'était la gestion de contrat. Donc, je ne veux pas ouvrir une discussion ici ce soir sur est-ce que c'était ou pas le Covid en cause de force majeure, de quel ordonnement. Mais je peux dire qu'avec ma fonction juridique, nous avons beaucoup discuté sur la nature au moins de la Covid comme cause de force majeure de les contrats. Et d'habitude, pour les juristes qui nous ont rejoints ce soir, ce n'est pas forcément la clause la plus négociée des contrats. Donc, on a essayé de faire une chose qu'on appelle du contract management, donc de la bonne exécution et gestion de contrat. On a vécu aussi un autre élément lié à ça, et c'était une chose, je pense, inédite dans l'histoire, un changement de cadre législatif presque tous les jours, dans tous les pays en même temps, en phase de confinement, ainsi qu'en phase de maintenant de confinement. Des questions basiques comme est-ce que les sites sont fermés parce que c'était la loi qui le prévoit? Est-ce que c'était une décision du client? Est-ce que cette activité est permise? Si c'est permis, comment? Est-ce qu'on peut intervenir sur cette activité? Est-ce qu'on peut faire ceci? Chaque pays a donné en fait une réponse différente d'un point de vue législatif. Donc, ils ont différents instruments législatifs aussi. Et nous avons essayé, c'était partie de l'activité de la cellule de crise, d'essayer de donner une espèce de ligne guide générale pour chaque pays avec les suivis de la situation législative individuelle des différents pays qui est un peu changé tous les jours. Et ce n'est pas tous les jours, parfois aussi 2 fois par jour, parce qu'il y avait les décrets parfois, et après l'interprétation sur les décrets qui venaient de sortir. L'autre, c'était le contrôle de SGN. Donc, c'est vrai qu'on a, par exemple, on a arrêté, de toute façon, ça n'était pas possible, tous les voyages, on a gelé les embauches, on a optimisé les jours de congé, on a reporté tous les projets non publics. Nous avons sorti maintenant, il y a quelques semaines, les premiers résultats pour les H1. On avait bloqué notre guidance dans les marchés. La seule chose qu'on avait dit, c'est que pour la fin de l'année, Sodexo est sur une année fiscale différente. Donc, c'est une année qui part de septembre à août, pas de janvier à décembre comme beaucoup de sociétés. On anticipait déjà au marché en perte, en baisse de chiffre d'affaires, environ entre 2,8 milliards d'euros sur 22 milliards de chiffre d'affaires. Sur un groupe qui déclare 100% d'EBIT, vous pouvez comprendre l'impact fort qu'il peut avoir sur sa tenue. Donc ça, c'était, on peut dire, les 6 piliers sur lesquels on a travaillé. On a aussi essayé de travailler vis-à-vis des fournisseurs. Vous savez, on a beaucoup de fournisseurs qui sont des PME. S'assurer la continuité la vie de cette PME, pour nous, a été critique vis-à-vis de notre client final. Donc, on a mis, par exemple, un certain numéro de financement agile, on a réduit les payment terms, on a essayé de revoir pour essayer de garder en vie, on peut dire, tous les tissus économiques locaux avec lesquels on s'est provisionné.
On a aussi fait, par exemple, le remboursement anticipé de les titres restaurants. Ça, vous savez, on a une autre activité que nous avons, c'est les titres restaurants, et on l'a fait pour essayer d'aider les restaurateurs qui n'avaient pas un groupe de notre largeur, de notre puissance derrière. Tout ça nous permet aujourd'hui de dire on a résisté à la première vague, on a résisté à la première impact. Mais c'est évident que ça va changer la façon dans laquelle les services sont donnés, ça va changer la façon dans laquelle les services sont perçus, sont achetés. Et c'est sous ça que nous avons réfléchi dans les dernières semaines. Et c'est ça que nous voyons un peu comme, on peut le dire comme un macro-trend. C'est évident qu'on a fait, nous aussi, on le voit là aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, on a fait beaucoup de modélisation du télétravail. Pour une société comme la nôtre, qui est par exemple dans le segment que c'est les business and industry, donc les restaurants d'entreprise, c'est évident que plus de travail, ça va dire moins de gens dans les bureaux. Moins de gens dans les bureaux, ça va dire moins de revenus pour nous. Donc c'est évident que le télétravail va avoir un impact important. Et on sait, parce que beaucoup d'entreprises nous disent, que le télétravail va continuer. Le deuxième grand facteur qu'on voit de changement, c'est par exemple la santé physique, mais aussi mentale des employés. Parce que ça, je pense, ça va être la préoccupation majeure qu'on va avoir dans le futur. Donc, on a télétravail d'un côté, la santé physique, donc pour les gens qui en fait décident d'aller effectivement au bureau, la santé mentale. Et je pense que c'est tout à fait possible qu'on aura des épisodes de Covid, des foyers à droite et à gauche, donc qui vont réouvrir, refermer, réouvrir, refermer. Donc, cette espèce de fluidité aussi dans les espaces de travail. Le quatrième, c'est comment ça va changer l'alimentation des gens. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu certaines des études qui étaient faites, comme les goûts, certains produits étaient changés dans la façon dans laquelle les Français, mais aussi ailleurs, achetaient dans le supermarché. Et après, c'est la durabilité environnementale et sociétale. Donc, sous ça, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'était les implications. Donc, pour qu'est-ce qui concerne, par exemple, toute la partie sur le télétravail, on a dit, il faut revoir notre offre pour adapter l'environnement du travail à les nouvelles conditions. Donc, par exemple, comment on peut arriver maintenant à servir aussi à les personnes qui sont chez eux. Il y a eu un gros débat en France sur les gens, par exemple, qui aujourd'hui bénéficient d'un subsidy, donc d'une subvention d'entreprise pour qu'on le vende au restaurant d'entreprise, qui en fait, chez eux, n'avaient plus le droit à ça. Il n'y a plus le droit, dans le sens qu'ils n'utilisaient plus. Donc, comment on peut recréer les mêmes systèmes avec des gens qui maintenant télétravaillent? On a eu de revoir complètement tout notre SOP au niveau global et au niveau local. Pour la partie, par exemple, de tout ce qui est santé sur le travail, pour s'assurer la santé de notre salarié d'un côté, mais aussi pour assurer la santé des gens qui retournent. Donc, ça veut dire, si je décide de retourner au travail, j'ai au moins un lieu qui est un lieu safe. Et on essaye de regarder, pour ce qui sont les nouveaux épisodes, cette espèce de flexibilité sur les équipes pour continuer des services qu'on appelle minimales, donc les services de base, donc la partie, par exemple, de nettoyage, de maintenance, versus les services différents de support. Il faut proposer des nouvelles offres de restauration, ça me semble évident. Et Sodexo lié aussi à ces valeurs, il faut créer ça c'était une activité sur laquelle on est, je pense, tous alignés dans l'entreprise. Il faut renforcer le rôle des entreprises en matière d'engagement RSE. On peut plus, on a beaucoup parlé du sociétal, je pense que c'est pour les entreprises de notre taille d'avoir un poids et de l'idée un peu le débat sur la responsabilité sociétale. Donc ça, on peut dire, c'était les facteurs qu'on a vu changer. Au début, je parlais un peu de la crise que nous avons vécue. Et c'est sur ces bases-là qu'on a réétudié des nouvelles offres, qu'on a rechangé notre service, qu'on est en train de repenser à notre façon de délivrer, en gardant toujours, comme on disait au début, les trois piliers fondamentaux.
c'est-à-dire s'assurer la santé de notre collaborateur, des clients, des consommateurs. Il y a beaucoup de discussions sur la santé des collaborateurs. Je pense que vous avez vu peut-être en Italie un des débats liés, par exemple, à des changements de loi dans lesquels il dit mais attention, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent pas réouvrir parce que réouvrir avec les risques qu'un salarié puisse après être contagié du Covid va devenir une maladie professionnelle et donc va engager la responsabilité pénale de l'entreprise. Donc, il y a pour nous, là, je pense sur ça, il faudra débattre peut-être encore un petit peu, mais pour nous, la base reste la santé et la sécurité des collaborateurs, ainsi que la sécurité des clients et des consommateurs. Les deuxièmes, et là je vais vers la conclusion de ce petit échange, je vais pour les questions, c'est d'assurer la continuité d'activité de nos activités. Donc, revoir les offres, revoir qu'est-ce qu'on a pensé, comment on l'aurait fait. Et à la fin, la pérennité de l'entreprise sur les activités à court et long terme. Donc, l'utilisation de la trésor, la révision des fournisseurs, réduire les dépenses, revoir tout ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on considère comme des économies possibles. Donc voilà, ça c'était mon petit témoignage de ces derniers 4 mois. Je veux partager une chose peut-être personnelle. Quand j'ai pris ce poste il y a 1 an et demi maintenant, je m'appelle que mon ancien patron qui était parti à la retraite, il m'avait dit, tu sais, les postes de directeur juridique d'un gros côté, tu vas passer tu vas avoir 3 grosses crises dans toute ta carrière. En fait, tu verras, le reste, c'est it's going to be easy. Donc, la 3e semaine de crise, je l'appelais pour dire, est-ce que c'était ça que tu avais en tête comme crise quand tu me parlais d'une grosse crise à gérer? Et il me dit, not what I had in my even wildest thought. Ça, juste pour dire que je pense que ça nous a trouvé tout préparé, tout impréparé, j'espère bien. Et moi aussi, mais on sait un peu comme tout, on se refait un peu ce qu'on voit. On a vu de très belles choses. Moi, j'ai vu de très belles choses dans ma entreprise, dans les échanges que j'ai eus avec mon équipe, avec mes collègues. On était, c'est vrai, énormément touchés, mais comme on a un peu rebrandé notre offre, on dit il y a une opportunité de repenser la façon dont ces services sont faits. Je pense que la discussion, si vous vous rappelez, en Angleterre, qui a été faite juste avant la crise, sous la faillite qu'il y a eu d'Interserve, que c'était un des major outsourcers, sur la façon dans laquelle certains services sont outsourcés vers les prix plus bas, a remis une chose que je trouve positive. C'est les débats sur c'est quoi les valeurs des services qu'on porte, c'est quoi les added values de ce type de service. Et c'est sous cette base-là que je vois beaucoup de questions qui commencent à passer. Peut-être on peut laisser un peu d'espace à quelques questions. Merci Angelo, c'était vraiment très très intéressant et passionnant et la capacité d'adaptation en toute vitesse dans autant de pays, d'un point de vue aussi juridique, ça doit être vraiment très compliqué et donc je pense que je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions, en effet ce sont des sujets passionnant. Alors, je laisse tout de suite, je vous rappelle qu'il y aura quelques questions des organisateurs et ensuite, la dernière partie sera consacrée à un véritable échange avec le public. Donc, n'hésitez pas à écrire sur chat et après, vous pourrez prendre directement la parole. Rocco. Très bien. Bon, moi, je tenais effectivement à remercier Angelo, surtout pour son témoignage qui est, bon, à part le fait que, bien évidemment, on l'a compris, c'est un sujet métier de Sodexo et de toute la panoplie de services qu'il offre, mais je pense surtout qu'il nous a vraiment transmis aussi les valeurs de Sodexo qui sont tout d'abord les valeurs de l'humain, donc tout ce qui tient à la qualité de la vie et de notre vie au travail. Chacun d'entre nous, effectivement, s'est retrouvé dans beaucoup de choses qu'Angelo a dit sans doute. Bon, moi, effectivement, je voulais lui poser une question à laquelle elle a déjà bien évidemment commencé à répondre et que c'est une question à $1 million, que c'est bien évidemment sert sur
sur la crise qui va arriver et notamment sur l'impact sur les PME et les TPE, tant sur leurs fournisseurs que sur les clients de Sodexo, bien évidemment. Donc, Angelo, comme première question, je te la repose peut-être. Quelle est ta vision effectivement sur la deuxième vague dont tu as un peu parlé? Donc, quel sera l'impact, à ton avis, de cette crise, notamment sur les entreprises d'une taille intermédiaire, vos clients et vos fournisseurs? C'est pas ma vision, je pense que c'est un fait. J'ajoute rien au débat en disant que c'est évident que cette crise sanitaire est en train de devenir une crise économique sans précédent. Ça, j'ajoute pas beaucoup au débat de ce sens-là. Qu'est-ce que je remarque par contre, c'est qu'il faut revoir, il faut repenser, c'est la grande opportunité que nous avons aujourd'hui, le monde des services et de l'outsourcing en général. On a beaucoup, je pense qu'il y a des changements, soi-disant positifs qu'on peut voir. L'idée du télétravail, la réduction de l'espace de travail, et donc de l'espace de bureau en même temps, donc ce qu'on appelle les frais fixes que certaines entreprises peuvent avoir. Repenser les services à cette optique peut ramener du valeur qui est différent, hein, surtout à les entreprises un peu de plus petite taille. Je pense qu'il y a de fortes, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une deuxième vague qui nous aura des blocages. On a vu des études qui nous disent c'est probable qu'il n'y aura peut-être pas un lockdown comme celui qu'on a vu, mais des lockdowns plus localisés dans certains pays, dans certaines régions. Et je pense qu'il faut avoir preuve d'agilité et de flexibilité. On l'a toujours dit, mais encore plus qu'avant, je pense qu'un des besoins forts que nous avons, c'est comme entreprise Sodexo d'avoir de l'agilité, mais aussi que les PME, les TPE aillent aussi en utilisation des services en façon un peu plus flexible. Et je pense qu'un groupe comme le nôtre pourrait, c'est parce qu'on fait en fait conseiller, presque faire de l'advisory, même dans le concept des services qui sont faits. Donc ça peut être une opportunité. Mais la chose fondamentale, au moins pour la partie de chaîne d'approvisionnement, c'est s'assurer que la PME, les TPE qui sont notre fournisseur, restent en vie et donc soient capables de continuer, par exemple, pour délivrer qu'est-ce que nous achetons d'eux. Donc, c'est pour ça, par exemple, et je pense que bien fait le gouvernement français avec les name and shame, on ne peut pas penser de sortir de la crise en poussant sur les fournisseurs, sur les petits fournisseurs, de porter tout le poids, par exemple, de payment terms, des choses liées, par exemple, à la trésor. Au contraire. Oui, vaste chantier, effectivement. Est-ce que j'ai gagné 1 million d'euros? Parce que vraiment, c'était une question d'1 million d'euros. $1 million. Presque. Presque. Les questions continuent, donc il faut... Merci beaucoup, Angelo. Je laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Angelo. Donc, je donne la parole à Hermete qui avait une question à te poser. Bonjour. C'est toujours compliqué, hein. Il faut que je me... Oui, il faut des lunettes pour répondre. Des lunettes, mais vous pouvez les lire aussi. Je voulais reprendre un des piliers que tu avais montré. Donc, tous les États ont mis en place des stratégies assez différentes pour répondre à cette crise. Et en regardant de plus près les États, on a vu que même il y a des différences au niveau des régions et parfois même des villes. Entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, il y a des différences énormes. Donc, comment avez-vous organisé le flux d'informations? Comment avez-vous pu vous organiser en tant que groupe? Donc, quel était le dialogue entre les groupes et les filiales pour comprendre d'abord qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était permis ou pas permis, et pour mettre en place une stratégie de votre côté pour faire face à ça? C'était je pense, une des choses les plus compliquées peut-être à gérer, paradoxalement. La ligne guide, c'était de toute façon, on respectera toujours le local guidance, donc les lois locaux, les guidance qui sont données dans la Health Authority locale. La réalité, c'est que tous ces guidance étaient parfois contradictoires. Et en même temps, en tant que groupe, nous avons la responsabilité
vis-à-vis de nos salariés sur les indications qu'on donnait. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette dichotomie, cette dystonie plutôt entre l'idée de travailler comme un groupe international et qu'est-ce qu'on va y faire dans les différents pays. Donc, on a mis en place un système très complexe de remontage d'informations. Donc, on avait des local crisis teams qui faisaient aussi du monitoring, donc de monitorage de toute la législation locale, qui était remontée à la cellule de crise que j'appelle, disons, juridique. Donc, c'était une cellule de crise à part de mon propre équipe qui faisait cette analyse, qui me donnait des éléments pour après définir, par exemple, les SOP, les Standard Operating Procedures, qui s'appliquaient partout dans le monde. Donc, on a essayé de faire le travail de voir toutes les législations qu'il y avait, toutes les recommandations qu'on avait. On avait fait ce qu'on appelle de Global Q&A, qui nous mettait à jour sur le site, c'était quelque chose d'accessible à toute l'entreprise tous les jours. On prenait les recommandations, on les limitait, on essayait de voir les minimums communs dénominateurs entre tous pour définir la stratégie large, donc la plus grande de l'entreprise, laissant les poids décisionnels au niveau local. Donc ça, c'était les process que nous avons mis en place et qui d'ailleurs continuent aujourd'hui. Donc, on garde les frames, on garde les lignes guides, on garde le global management, mais l'activité et les actions, etc., pour assurer aussi l'agilité, restent au niveau local. Mais nous avons vu des choses particulières de type, sans nommer les pays, on a vu des pays qui, par exemple, au début, disaient non, les masques n'étaient pas nécessaires. Après, les mêmes pays ont dit non, en fait, les masques sont obligatoires. Après, on a vu des pays dans lesquels on a dit c'est pas grave, mettez un face cloth, donc mettez juste un bandane. Avait dit non, en fait, ça ne sert à rien. On a vu des pays qui ne sont pas fait du lockdown au niveau global, au niveau pays, mais sont les régions qui sont décidées de lockdown. Je fais l'exemple du Brésil, on a énormément d'activités au Brésil. C'est une des choses qu'on voit aussi entre les différents États au Brésil. On voit des différentes façons de considérer l'impact. Donc, c'est vrai que cette crise était globale, mais l'impact était extrêmement local. Donc, je dirais continue. C'était la partie plus complexe. On a passé énormément de temps. On a mobilisé les équipes juridiques sur ça et comme c'était fondamental. Et c'était, on peut dire, on a toujours ce qu'on appelle les daily regulatory calls. Donc, on revoit les changements législatifs à la mesure comme on arrive. Donc, on a vu, par exemple, toutes les évolutions des PCM qu'il y a en Italie. On a vu les différents, même au niveau de ville, là, on a vu les différentes villes, les différentes régions faire leur propre, on peut dire, leur propre ordonnance. Donc, c'était la partie la plus complexe au niveau de gestion. Mais c'est comme ça, et d'ailleurs, c'était la seule façon d'y arriver. Et je pense comme vous, on a été inondé de mails, de cabinets d'avocats, d'auditeurs, de consultants qui disaient voici tous les changements qui sont arrivés aujourd'hui dans le monde. Vous avez 72 liens avec tous les différents pays. Ça, c'était très intéressant, mais en fait, il faut faire l'analyse granulaire pour voir comment ça impactait les services, de quelle forme, comment, qu'est-ce que c'était possible de faire pendant le confinement, qu'est-ce que c'était pas possible de faire, etc. Donc, c'était une des activités qui nous a mobilisé beaucoup et a beaucoup impacté la fonction juridique elle-même. Merci, Hermès. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup, Angela. Je laisse la parole aux autres. Il y a plein de questions, je vois. Oui, en effet. Alors, moi, j'avais, merci, une petite question, peut-être anodine, mais je me demandais concrètement quelle a été votre politique des protections du personnel, parce que justement, nous avons vu surtout, on a beaucoup parlé, au moins dans les médias en Italie, de la situation très précaire des médecins, du personnel soignant dans les hôpitaux qui étaient en première ligne. On n'a pas trop parlé de la situation de ceux qui étaient quand même là parce qu'ils assuraient la logistique, les services qui étaient nécessaires même pendant les lockdowns. Mais donc, comment un groupe comme le vôtre a pu s'assurer de la protection de ces personnes qui ont fait un travail incroyable, qui ont assuré la continuité des entreprises et de la vie de tous les pays, tout en étant invisibles et pas forcément toujours valorisés par l'opinion publique qui
faute d'ignorance, ne connaît même pas certains de ces métiers qui sont pour autant essentiels. Donc, quelle a été votre politique? Est-ce qu'il y a eu de problèmes de protection et comment vous avez pu les gérer? Merci. Nos équipes sont notre atout les plus précieux. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots de notre président, c'est membre de la famille Bellon, qui c'est notre major shareholder. Je pense que c'était la première chose qui m'était dit quand j'ai rejoint les groupes Sodexo il y a maintenant presque 13 ans. Et ça, on le voit, on l'a vu, je pense qu'on continuera à le voir. On n'a pas de produit. Chez nous, chez les services, comme on dit, c'est les personnes. Et c'est vrai que cette crise a mis un peu en valeur ceux qui d'habitude sont mis un peu à côté. Et donc, pour nous, c'était fondamental comme groupe s'assurer, comme je disais, la sécurité. On a revu tous les standards operating possibles pour toutes les lignes de service. On l'a fait en centrale. On a pris tous les experts de soft service, de hard service, de food hygiene, de food platform, FM platform, pour récalibrer en donnant la priorité à la sécurité. Donc, en plus de Safe Security, pour tous les protocoles que nous avons renforcé ces SOP. Et à les clients qui nous demandaient des services, on a donné la ligne claire en disant, même si on peut le faire, si ces conditions à minima ne sont pas garanties, on ne fera pas ce service. L'approvisionnement de les PPP, ce n'était pas simple. C'était pour nous, c'était complexe. Nous avons eu de la chance, dans le sens qu'on avait des fournisseurs en Chine déjà pendant la crise, on avait des stocks, on a pu, soi-disant, gérer ça pendant le confinement. Maintenant, je pense que la pression sur les gels hydroalcooliques, sur les masques n'est plus là, sûrement vachement moins. Mais c'est vrai qu'on faisait de vision de stock au niveau de la Global Response Team presque tous les jours, en disant combien de masques on avait, combien on pouvait donner, sur combien de sites on pouvait le faire. On a refait, on a refrémé même les services de cleaning en disant voici comment on va le faire dans ces pays, dans ces conditions, dans cette ligne de service, dans ces sites de clients. Je pense que je n'ai jamais vu autant de discussions sur les numéros de changing of hair cycle dans un HVAC pour s'assurer la non-circulation du virus. Vous voyez, il y avait une autre chose que j'ai trouvé que c'était intéressant en répondant un peu à la question des remèdes avant. Il y avait un moment dans lequel on disait que les virus, grosso modo, étaient partout et pouvaient rester 3 heures, non 5 minutes, non 24 heures, non 72 heures, non 7, 22. Non, en fait, c'est différent, c'est sous le bois. Non, mais en fait, si c'est sous un poignet, c'est... Donc, et en plus, chaque pays avait une vision un peu différente. Donc, imaginez quand on parle de sécurité des salariés qui font les services, qui sont là, c'est quoi la ligne guide qu'on a donnée. Donc, tout ça, nous avons dit, on a pris notre propre médecin, notre propre expert, on a essayé de redéfinir qu'est-ce que c'était pour nous sur la base de qu'on voyait comme les recommandations de l'OMS, on voyait les recommandations des différents pays. C'était un travail titanesque. Mais et aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous, on dit, on play on the safe side. On dit 72 heures. Si c'est pas 72 heures, c'est 12-hour cycle. Si c'est super 12-hour cycle, c'est full hazmat suit, goggles et FFP2. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que les métiers des services et surtout les personnels qui a été si essentiel dans cette période soient davantage valorisés à l'avenir. Donc, je laisse la parole à Sophie qui avait une question pour toi. Alors moi, j'avais une question qui concerne l'avenir. La pandémie bat son plein et il y a beaucoup de spéculations sur le monde d'après. Il y en a qui se figurent l'apocalypse, d'autres qui imaginent un monde meilleur à inventer. Pendant votre présentation, vous avez évoqué quelques facteurs qui sont susceptibles de changer du moins l'environnement de travail, mais de façon plus macroéconomique, disons, ou plus globale. Est-ce qu'on peut, quelle pourrait être la place de l'entreprise demain dans ce monde d'après, s'il y aura un monde d'après, à votre avis?
Le monde d'après, tout le monde parle d'un monde d'après, mais en fait, c'est le monde maintenant. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après, c'est le monde maintenant. On a vécu 2 mois de. Parfois, je pense, non, on sera différent dans le monde d'après. Non. Qu'est-ce qui sera différent? C'est certaines choses qui ont donné, considérées comme naturelles, qu'il faudra revoir. Donc, sûrement, dans le monde des services, il y a des impacts forts. Un, très simple, la digitalisation des services. Les contactless, toute la partie de transactions sans contact. Ça existait déjà, mais ça boostait. Les télétravail, ça existait déjà, mais ça boostait. Ça change l'environnement de travail. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a moins de monde au bureau, mais comment on garde les liens? Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une opportunité de comment on peut vendre. Rappelons-nous que Sodexo s'était aussi positionné dans le marché comme quality of life service, donc service de qualité de vie. Donc, comment on peut continuer à recréer l'engagement des salariés sur un site qui est plus là? Donc, ça, toi, ça aussi, c'est différent. Ce n'est pas nouveau, c'est différent. Et je pense que c'est ça qui est différent. Ça veut dire toute la chaîne de services en contactless. Quand je décide d'aller au bureau, si je décide d'y aller, les chemins que j'ai faits, donc est-ce qu'il y a une opportunité? Donc, le carpooling, par exemple, nous avons des sociétés qui font du carpooling qui sont parties de Sodexo. J'arrive au bureau, donc pour la partie la partie accueil. Donc, dans certains pays, il y a eu toute une discussion, on l'a pas fait sur les temperature scan, quelles données, qu'est-ce qu'on peut faire sur les tracing, est-ce qu'on a fait du tracing, on ne le fait pas. Jusqu'à j'arrive dans le bureau et je me sens safe. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui sont les activités, les services qui peuvent monter les niveaux de safety que les employés peuvent ressentir chez eux quand ils sont dans le bureau. Après, toute la partie de restauration. Il faudra remonter, il faudra repenser. Il y aura sûrement moins de gens dans les restaurants jusqu'après à répartir. Donc, ce n'est pas du New World Order, comme on l'appelle. Pour moi, c'est différent. Ça peut être short term, mais pour avoir aussi des conséquences long terme. Je pense typiquement à la rérationalisation des espaces de travail. Ça, je pense que ça sera inévitable. Donc, c'est un monde d'opportunités. Oui, c'est certain, mais à condition de se remonter sur ce qu'on considérait comme des fondamentaux. Très clair, merci. Je pense qu'on peut laisser les questions. Juridique aussi. J'aimerais bien aussi parler un peu de juridique. On pourra faire des questions techniques et juridiques, s'il y a eu, pour rentrer dans mon expertise plutôt que sur la stratégie mondiale de la restauration. C'était aussi pour avoir un témoignage et un point de vue à la fois professionnel, mais aussi effectivement de ce que vous avez pu observer et de vos réflexions à ce propos. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées via le chat, donc je relaisse la parole à Camille là, pour qu'on puisse laisser la parole à chacun d'entre vous. Oui, merci. Effectivement, je vois que c'est passionnant. Il y a beaucoup de questions. Je propose que les personnes directement posent la question. Par exemple, Alexandre Lejeune avait, il me semblait, c'était les premiers qui avaient posé la question. Est-ce qu'Alexandre Oui, j'avais une question pour revenir sur la question de Sophie sur le monde d'après, dans le sens plus concret sur le fait que plusieurs États, des collectivités territoriales ont déjà annoncé, vont peut-être le faire, qu'elles sont en train de vouloir acheter des produits plus locaux, avoir plus recours à ce type d'approvisionnement. Et donc, en quoi est-ce que vous avez prévu déjà ces changements-là? Comment est-ce que Sodexo va s'adapter? Alors, peut-être qu'il y a un plan juridique, vous pouvez répondre sur le plan juridique, sinon sur le plan de la stratégie globale, déjà, ça serait bien. Merci. Il y a aussi un point juridique, et j'aime bien publier, disons, Sophie, sur cet aspect, parce que j'ai dit que je suis content de venir, mais rappelons-nous que je reste un humble juriste à la base. Donc, je ne veux pas décevoir les gens avec mes questions. C'était, encore une fois, même la localisation des produits, donc la partie bio d'un côté, mais aussi la partie d'acheter des produits qui sont du territoire, c'était déjà une tendance qui existait. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas lié à la crise. Ça, c'était, par exemple, dans les cahiers de charges de l'RFP qui faisait les écoles en France, mais comme en Italie, c'était déjà des requirements d'avoir un bout de produits du territoire. Ça va monter, ça c'est évident.
ça va monter, il va avoir des conséquences qui peuvent être liées au prix. Rappelons-nous que les produits, paradoxalement, qui sont là, sont plus chers que les produits qu'on peut acheter en masse. Ça veut dire qu'il faut revoir nos stratégies d'achat. C'était un des piliers, de lesquels je parlais tout à l'heure, pour s'assurer que cette vision du marché soit aussi écoutée et soit mise en place. On perdra de compétitivité si on dit non, nous, on peut faire que de la restauration industrielle. Nous avons l'expertise, nous avons le savoir-faire. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on voit au niveau de demande des consommateurs. Il faut être capable de remonter la recette, mais aussi les produits qui vont avec. Merci. Alors, je pense qu'il y a une autre question de Gidori. Comment... C'est pourquoi Gidori? Gaspare Dori. Gaspare Dori. The floor Ciao is Angelo. yours. Ciao, Gaspard. J'avais deux questions, une plus juridique et l'autre plus générale. Pas la juridique. Ma curiosité était si vous avez utilisé, pendant ces mois, vous avez utilisé l'imprévision en France, c'est-à-dire avec la faculté de renégociation. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas fait. On l'a envisagé, mais on n'est pas arrivé jusque-là. Pour l'instant, on est dans un stade plutôt de négociation. Mais en Italie, on a inventé quelque chose d'autre. Avec l'intégration, avec l'interprétation, la bonne foi, on a essayé d'arriver au même principe en s'appuyant sur des concepts un peu différents. Et ça, c'était la première question vraiment purement juridique. Et la deuxième… Je suis à l'aise, là. Là, je suis très à l'aise. Regarde comme je souris. Ah, vas-y. Et la deuxième, à laquelle tu as déjà un peu répondu, c'est si vous envisagez si Sodexo envisage des nouveaux produits, des nouveaux services, un nouveau positionnement, si vous avez déjà commencé à imaginer comment assister les nouveaux clients, les clients actuels, ou bien comment aller chercher de nouveaux clients sur des créneaux qui, par exemple, sont influencés, naissent du fait de cette crise. Alors, je commence dans la deuxième, comme ça on change, et après je prendrai un peu plus de temps pour parler de la première. C'était un peu mon activité, soi-disant, une des activités préférées nocturnes, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, donc c'était surtout pendant la nuit qu'on pensait à des stratégies liées à la force majeure. Alors, comme je disais, des nouveaux services, oui, un nouveau positionnement, pas forcément. Nous avons notre positionnement. On considère qu'avec la crise et donc l'offre qui va avec, c'est Rise with Sodexo, on a repensé l'approche qu'on fait vers nos clients en disant, voilà, maintenant que les besoins sont changés, on passe par une phase de préparation. Donc, on peut servir comme des consultants, des consultants. On peut dire, voilà, comment on peut faire un restart, par exemple, d'un site. Toi, imagine comment on peut gérer le flux de personnes qui arrivent sur un site. Parce qu'on fait la sécurité, on fait l'accueil. Il y a tout un série de services qui vont avec. La partie qu'on appelle Protect. D'accord? Donc, c'est quoi les services qui vont avec la partie Protect? Là où c'est permis les Human Temperature Monitoring, donc par exemple la prise de température, qui a posé d'ailleurs un certain numéro de problématiques juridiques liées à la data privacy, mais ça peut-être c'est pour une autre question pour une autre fois, mais c'était aussi un autre élément, quoi, la sécurité versus des autres droits comme la privacy. Ça, on l'a vu avec la Tracing App aussi. Les services sans contact ou toute la partie de guide qu'on peut faire pour comment utiliser les PP, les marquages au sol, les stickers, etc. Après, la partie qu'on appelle Enable. Donc, tous les grab and go, donc des offres qu'on avait déjà qui maintenant sont fondamentales. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fil dans le restaurant d'entreprise, mais là, il y a des kiosques avec le grab and go. Il y a les cartes, les vouchers qu'on avait avec ce qu'on appelle Sodexo Benefit and Reward Services. La conciergerie virtuelle, la partie de gift qu'on faisait encore avec les gift and rewards, ça aussi faisait partie de la même package de services, mais ils ont été repensés pour faire partie à l'impact de ce use comme les consommateurs ont changé. Après, toute la partie de support,
qui on donne. Donc, on a fait, par exemple, toute une série on peut dire, d'opportunités avec des partenaires, avec ce qu'on appelle H4D, c'est un partenaire qui fait des medical labs que tu peux installer dans ton propre bureau, dans ton propre entreprise, avec de la télémédecine. Donc, si tu te sens pas bien, tu peux aller, tu peux être occupé et dialoguer avec un docteur en remote. Et après, tu as toute la partie de optimisation. Donc, toute la partie, par exemple, de la workplace technology, on l'appelle. Toute l'étude qu'on fait avec l'utilisation de capteurs, de digital, pour voir les taux d'occupation effective des endroits, toute la gestion des postes qui sont liés à ça, tout le space design, le design de l'espace de travail. Donc, ça, c'était la partie nouveaux services. Donc, la réponse est oui et non. Ça veut dire oui, quelques nouveaux services, mais surtout, on a fait un revamp, on appelle les services qu'on a fait pour y intégrer ces parties de health and safety, cette composant de protection qui va avec. Sur la première question, que c'était un peu technique, la position que moi j'ai donnée au groupe, on a maintenue, c'est non. Pour nous, ce n'était pas un cas de force majeure, sauf, par exemple, le contrat public, où il y a eu, dans certains pays, comme en France, la déclaration que ça, c'était un cas de force majeure. On n'a pas utilisé des clauses intermédiaires, on n'a pas fait jouer les hardships, peu importe le type de hardship pour le moment. Mais là, on était possible, on a essayé de renégocier avec les clients, pas sur une base de force majeure, mais sur une base différente. En disant, ça impacte quoi à moi, comment on revoit les services, comment on les change. Mais nous avons eu pas mal de clients qui disent, pour nous, cette clause de force majeure, on arrête. On s'est confronté avec ça et on a essayé de ne pas accepter que ça nous imposait en force majeure. Ainsi, on n'a pas fait de force majeure avec notre client, notre fournisseur non plus. Donc, on a essayé de continuer de garder là où c'était possible la relation avec notre fournisseur. Donc, je pense qu'on n'était pas les seuls. Il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas forcément utilisées en direct la force majeure comme ça. Toi, à la fin, j'ai trouvé que la force majeure, c'était un peu un scapegoat. Tu penses à la nature même de la force majeure, que c'est un suspension de les droits et des obligations de les deux parties. Mais là, on n'était pas dans une situation, moi, dans le monde du service, dans une situation de suspension de droits et d'obligations. Parce qu'on avait une obligation encore de continuer à donner nos services et nos clients avaient une obligation de continuer à payer pour notre service. Donc, c'est pour cette raison-là que, au moins, la direction que j'ai donnée, ça, c'était une direction globale pour nous en tant que telle. C'est de ne pas faire jouer forcément les causes de force majeure dans le contrat. J'espère que ça a répondu à ta question. Je suis ravi, si tu veux, de nous discuter plus en one-to-one. J'ai eu des milliers de discussions sur les causes de force majeure avec différentes juridictions et je suis ravi de partager avec qui que ce soit si personne est intéressé de savoir d'ici. Parce que maintenant que j'ai appris, il faudra bien le partager. On en reparle, Angelo. Ça me ferait plaisir. L'imprévision, ça reste, l'imprévision, ça a été pas mal. Mais c'est vrai que toi, je pense que ça rend un principe de bonne foi et donc de renégociation en fait lié à la bonne foi. Alors, c'est un débat très intéressant. C'est dommage que dans le virtuel, on ne puisse pas partager un verre de vin. Normalement, après les conférences, il y a toujours un petit cocktail pour poursuivre les échanges. Il y a encore une question, je pense, de Christophe Philibert, si je ne me trompe pas. Bonjour. C'est une question de gouvernance, pas une question juridique, mais c'est un sens d'approche. Comment vous voyez l'évolution des grands groupes comme le vôtre évoluer? Parce que dans un premier temps, on a vu les grandes entreprises, et c'est normal, centraliser, remonter d'informations, décisions, les boards ont joué un rôle essentiel. En même temps, vous le dites, on va vers une situation hybride où les situations sont très différentes entre pays, entre villes, entre États. Quelle place pour, au contraire, décentraliser et donner aux country managers, aux business units locales, finalement, un rôle plus important pour agir sur tous ces sujets? Très belle question. Très belle question. Presque si belle que la question sur la force majeure. Donc, juste pour comprendre, la gouvernance, c'est crucial, Christophe. La gouvernance, c'est un des éléments dans lesquels on discute du plus aujourd'hui dans l'entreprise. Et j'essaie de le faire simple. C'est un sujet un peu complexe. Mais on a vu
un mouvement de globalisation, ça veut dire de centralisation des décisions. On l'a vu dans énormément de grands groupes, Sodexo a fait la même chose. Sodexo est resté quand même un groupe très décentralisé. Sodexo a fait une transformation il y a quelques ans qui s'appelle les Sodexo 2020 d'ailleurs. Maintenant, c'était peut-être pas le bon nom, dans lesquels on a porté une décision en organisation matricielle. Donc matricielle, donc avec des global segments et des region and the region, donc avec des points de contact entre deux. Une organisation lourde et complexe qui était pensée pour une phase d'expansion. Qu'est-ce que cette crise nous dit? C'est qu'il faut être agile dans la décision. Il faut être rapide dans la décision. Moi, en tant que directeur juridique de groupe, je m'oppose aussi au fait qu'être rapide, ça veut dire être aussi et vivre dans l'anarchie. Si on reste quand même un groupe global, il y a cette tension. Donc, c'est trouver les balances entre définir les périmètres d'action de le country manager de la région, pour dire voici tout ce que tu peux faire, et après de laisser l'espace libre pour l'implémentation de ces décisions. Mais c'est évident dans une activité comme la nôtre qu'on ne peut pas gérer tout en centrale. Même moi, en partie de la Global Response Team, j'avais ma Global Response Team avec les différentes fonctions, ma propre Global Response Team de juristes qui étaient eux membres aussi de la Response Team régionale pour avoir après la structure locale. Pour avoir les flux d'informations et pour être rapide, on ne pouvait pas tenir, nous, toutes les décisions, mais on a essayé, par exemple, de garder les décisions clés. C'est lesquelles les décisions clés? Qu'est-ce que c'est la sécurité des employés? On ne peut pas dire les country managers décident, parce que s'il n'y a jamais une problématique HSI avec les INTACA ou peu importe localement, ça ne peut pas rester une problématique locale. Ça impacte, tout ce qui impacte la réputation du groupe. Toute la partie conformité, de laquelle on n'a pas parlé, la partie conformité reste pour moi une activité globale. Donc en fait, c'est vraiment essayer de recalibrer en laissant liberté au management dans un cadre qui est défini. C'est pas si simple. Hein. C'était source de grandes discussions. Je ne pense pas seulement chez nous. C'est quoi la bonne gouvernance pour gérer? Non, c'est vrai, on a vécu pareil dans toutes les entreprises, parce qu'il y a les questions de gouvernance, mais il y a le rôle du middle manager. Finalement, c'est eux qui étaient quelque part un peu en première ligne avec les employés pour les supporter, les soutenir, etc. Donc, il faut en même temps qu'ils gagnent des compétences. Il y a quelque chose de concret. Il ne peut pas attendre que la décision tombe. Et ils ne peuvent pas faire que de l'empathie et du soutien psychologique à leurs employés. Ils ont aussi un rôle, à mon avis, plus important à jouer. Et ce rôle du middle manager va être clé, je pense, dans les mois, les années à venir. On parle beaucoup de empowerment. Donc, il y avait un moment, on parlait de shared accountability. Moi, je pense que je n'entends plus shared accountability. Maintenant, j'entends empowerment. C'est-à-dire, ça, c'est la base avec laquelle tu travailles. Ça, c'est les terrains de jeu. Toi, tu es libre de faire, et après, ça va sur les résultats que tu ramènes. Et ça retourne un peu à l'histoire de Sodexo qui était énormément décentralisée. Et je trouve qu'il y a du valeur de la forte décentralisation. Si on garde, par contre, un terrain de jeu qui soit bien défini. Merci. Merci, Angelo. Est-ce qu'il y a encore une dernière question du public? Quelqu'un veut poser la dernière question ou... Je veux bien, si c'est possible. Bien sûr. Christophe Buot, merci beaucoup pour cet exposé et cette présentation. Je voulais savoir, j'imagine que Sodexo avait sûrement un plan de gestion des risques ou de management de crise. Je voulais savoir si ce plan a été utile ou au contraire, ici, il s'est révélé totalement inadapté face à cette situation quasi imprévisible, et que vous avez en fait dû composer au fur et à mesure et que cela vous permettra d'établir un nouveau plan pour les années à venir en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Alors, ça c'est une question aussi très, très intéressante. En fait, on a eu, soi-disant, de la chance dans le sens que nous avons vécu la crise sanitaire depuis janvier en Chine. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà réadapté les Crisis Manual et la Pandemic Master Plan qu'on avait déjà, c'était un des BCP, un des Business Continuity Plans qu'on avait, qui était déjà existant, on l'avait remis à jour, déjà dans le mois de janvier.
Donc, pour répondre à la première partie de la question, c'est est-ce que vous avez un business continuity plan? Est-ce que vous avez un crisis manual? La réponse était oui. Est-ce que c'était utile? Oui, parce qu'il a donné on peut dire, a donné la ligne, on a donné un peu les squelettons dans la structure de comment on a organisé typiquement les cellules de crise qui nous faisaient partie. Donc, tout ça n'a pas été très vite, on n'a pas besoin de discuter parce que c'était là, on l'a appliqué. Est-ce qu'on l'a suivi pédicéquement? La réponse est non, on a dû faire des changements. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on avait à utiliser les crisis management, les crisis management manual, en même temps, autant de pays, grosso modo, pour tous les niveaux de service. Quand on a un crisis management, c'est d'abord one issue, two issues, c'était 2 ou 3 problèmes qui peuvent arriver. Là, c'était X numéro de pays, tout en même temps, sur presque tous les niveaux de business. Donc, oui, on a dû faire des adaptements. Est-ce qu'on espère ne pas l'utiliser encore? La version 2.0, j'espère qu'il va rester là. Et j'espère mon successeur qui devra l'utiliser quand il va venir. Mais oui, nous avons dû remettre à jour certaines choses. Typiquement, les 2 points qui manquaient, je pense, c'était la partie de l'impact que les différentes législations peuvent avoir sur les services, qui n'a pas permis, pour retourner à la question de tout à l'heure, un full top-down. Donc, on a dû faire du top-down, toujours avec du local tailoring, et ça, c'est la partie complexe. C'est pour ça qu'on a dit agility de la décision, on a dit énormément de communication. Donc, oui, un peu, et j'espère plus jamais dans le futur. Merci beaucoup. Merci Angelo. Je pense que s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a encore une question ou Moi, j'ai du temps. Hein. Moi, franchement, c'était ma voisine et c'était l'heure. C'est ma voisine, c'est le moment qu'elle joue son piano. Donc, moi, j'ai encore… Alors, s'il y a juste une dernière question, parce qu'après, je pense qu'il y a des gens qui doivent peut-être partir. Si personne n'a des questions, moi, j'en ai une. Vas-y, Hermède. Est-ce que finalement, tu as appris ce que ça veut dire résilience? Pas seulement pour une entreprise, mais aussi au niveau personnel. Donc, comme on aborde ces crises-là, pas seulement mais personnel. Personnellement, c'était très dur. Je partage sans peur, sans honte. C'était très, très dur. Je ne m'attendais pas. Sleepless night, énormément de pression, l'essence de responsabilité vis-à-vis des équipes. Donc, personnellement, c'était très dur. Surtout le fait de redonner des lignes guides sur lesquelles tu portais en responsabilité. C'était dur pour les équipes. C'était dur pour mes équipes aussi. Tu le sentais, tu les voyais. On a travaillé toutes dans des conditions et on continue à le faire. Des enfants qui pleuraient à côté pendant des calls sur des problématiques complexes. La voisine qui jouait son piano dans mon cas. Disons, elle allait faire les courses au supermarché bardé comme si on partait sous la lune. Donc, c'était des périodes très stressants pour les équipes, même si ce n'était pas les équipes sur les sites. Et eux aussi, je pense, c'était quand même stressés parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Est-ce que j'ai appris vraiment la résilience? Non, je pense que je ne l'ai pas appris là. Je pense que je l'ai mis beaucoup en pratique, par contre, ça oui. Mais il y a un moment important, et ça, je vais utiliser ça, c'est pas être cheeky, mais ça, c'est la semaine de la mental health au UK. Donc, nous avons lancé, par exemple, un certain nombre d'initiatives aussi pour nos salariés, typiquement aussi pour se rappeler. Et ça, c'était une crise aussi, oui, c'est vrai, c'était une crise sanitaire. Oui, c'était une crise économique, mais ce n'est pas à exclure qu'un des volets aussi, ça a l'impact qu'il y a sur les gens, sur leur santé, sur leur résilience, sur leur mental well-being. Et ça, c'était un autre élément. Moi, je peux partager ce qui s'est passé sur moi. Ce n'était pas un période simple. J'étais privé tout d'un bout de voyage de travail. J'étais privé de mon bureau. Moi, j'ai passé mes journées, donc le matin au soir. J'ai travaillé dans mon espace, sans la relation humaine. Reach out, c'est la seule chose que j'ai appris, c'est de me parler en façon transparente avec des autres, avec mes collègues parfois, des autres collègues. Les personnes que je voyais qui n'étaient pas forcément en forme, je les appelais pour savoir comment aller.
Et je vous invite à faire les mêmes. Je pense que parfois, on sous-estime l'impact qu'un collègue qui dit ah, « écoute, je t'ai vu un peu down sur cette call-là » peut avoir. L'impact c'est la partie de reconnexion, qui c'était la partie de laquelle en fait on était pris. Voilà, ça c'était transparent dans le sens comme je suis. Ça, je vous l'ai dit sans filtre. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a Emmanuel Leroy qui a… Oui, je voulais vous demander si vous aviez des inquiétudes quant à la mise en cause juridique, enfin de la responsabilité juridique de l'entreprise par des salariés qui seraient atteints par le Covid dans leur travail, enfin, ou tout au moins… Bien sûr. C'est une excellente question, Emmanuel. C'est un véritable issue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? D'abord, chaque pays n'a pas forcément eu la même approche vis-à-vis de la maladie professionnelle. Donc, on n'a pas une approche qui est correcte, qui est la même. On sait qu'en France, par exemple, on dit que les personnes qui sont atteintes de Covid qui travaillent dans les hôpitaux doivent être reconnues comme maladie professionnelle. On a vu en France aussi la recherche de l'index de causalité entre les personnes qui sont malades de Covid et le fait qu'elles soient arrivées au travail. Si ça se passe comme maladie professionnelle, ça peut en général la responsabilité des administrateurs qui sont, sur leur obligation, celui-là de tenir, de garder la santé de leurs employés. Donc, de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour la santé de leurs employés. D'ailleurs, c'est un peu la même chose en Italie et c'est un peu la discussion qui est en train de se passer. Et on attend. La première chose que je ferai quand j'ai arrêté cette conférence, c'est de voir s'il est passé ou pas une des décisions que l'INAIL, donc l'Institut national pour le travail italien, attendait d'envoyer. C'est une espèce de clarification sur la responsabilité des employés. Donc oui, ça reste un point. L'approche que Sodexo a tenue, donc c'est bien sûr, ça peut arriver, mais d'abord, il faut s'assurer que Sodexo a mis en place tout ce qui est possible pour garantir la santé de ses propres employés. Les formations, les PPE en fonction de la SOP, s'assurer du geste barrière, la façon dans laquelle les services étaient redessinés. L'ensemble de cette activité, les suivis sur les sites. Nous avons eu beaucoup de managers, pas seulement les middle managers, qui sont sur les sites pour s'assurer qu'en fait les mesures de lesquelles on parlait étaient suivies. Donc, si dans ces cas-là, il y a une responsabilité directe à l'employé parce qu'il y a eu un manquement de cette obligation, je peux comprendre qu'on parle de responsabilité de l'employé. Mais pour moi, et c'est ça la chose sur laquelle j'ai poussé, c'est pour ça que j'ai essayé de dire au début, c'est s'assurer de la santé des salariés avant que, pour peur qu'ils se puissent porter comme une responsabilité pénale des administrateurs, c'est d'abord pour garantir notre atout plus important. Donc, la santé des employés qui vont avec. Merci, Angelo. Je crois que c'est un sujet qui nous accompagnera pendant toute l'année parce que ça va concerner vraiment beaucoup d'entreprises dans le monde. Et je pense qu'on peut terminer ici notre webinaire. C'était très intéressant de voir comment quelque chose qui semblait local finalement s'est transformé en quelque chose de global et je dirais que c'était vraiment intéressant d'écouter ton témoignage parce que tu as une visibilité de plusieurs pays en même temps. Tu as pu suivre l'évolution dans le temps et je pense que là, c'est vraiment même pour l'avenir, pour comprendre comment c'est réadapté dans cette nouvelle situation, avoir un panorama aussi transnational, j'oserais dire, c'est peut-être une clé des réussites. Et c'est pour cela que nous essayons dans ces webinaires de combiner des approches plutôt internationales parce que c'est peut-être la clé de compréhension des enjeux qui nous attendent pour aujourd'hui et l'avenir. Je laisse la parole à Hermete qui va conclure et nous inviter pour les prochains webinaires. Merci encore, Angelo. Merci à vous tous. J'étais ravi de passer cette petite heure avec vous. J'espère que vous avez trouvé partie de la réponse à vos questions.
Je vous invite à prendre contact directement avec moi si vous souhaitez encore discuter, par exemple, de force majeure, comme dans les cas évoqués tout à l'heure. Je veux remercier encore une fois Sciences Po Alumni et le Circolo Italiano pour cette opportunité de passer cette heure avec vous. C'était pour moi une première avec Circolo, mais j'étais ravi d'être avec vous. Donc, merci Bernard, merci Hermès et merci aussi Sophie pour organiser et était si patient avec moi, me donner sa main et ses conseils petit à petit sur tout le déroulement de l'événement et à Rocco, bien sûr, pour avoir pensé à moi. Je profite de ces remerciements pour rebondir sur la proposition de rester en contact. Il y a un chat qui est actif, donc la possibilité aussi de mettre son mail pour que les participants puissent prendre contact s'il y a le souhait de poursuivre les conversations. Donc c'est un outil intéressant qu'on peut continuer, enfin qu'on peut utiliser pour continuer à discuter ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà. Hermete a te. Merci beaucoup, Angelo. En fait, quand on a réfléchi à cette série de webinaires, on les appelait chroniques. Et parce qu'on ne voulait pas simplement des experts, mais on voulait aussi un point de vue personnel pour comprendre comment certaines décisions sont prises et comment cette situation nous change. Pas seulement comme entreprise, mais comme personne aussi. Je vous rappelle enfin que mardi prochain, il y aura le 3e webinaire dédié au secteur culturel. Donc avec un historien, Jean-Miguel Pire, qui a récemment publié un livre sur l'osium, donc comment on utilise le temps libre ou libéré pour des fins plus intellectuelles et qui vont contribuer à la démocratie. Et de l'autre côté, la conservatrice Alessia Fassone du musée égyptien du Turin, qui ont été particulièrement actifs dans leur mission de rendre accessible un patrimoine culturel extrêmement rare, même à distance, même en confinement. Et elle va aussi nous parler de l'enjeu du déconfinement. Donc, je vous invite à nous suivre. Donc, il y a la newsletter, donc vous pouvez vous enregistrer dans les sites de l'association, mais aussi à nous envoyer vos idées, vos propositions. Donc, nous sommes tous joignables sur les réseaux sociaux, donc partagez avec nous vos idées. Et j'espère de vous rencontrer tous et toutes bientôt, même pour un dîner, pour un apéro, parce que ça nous manque beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à regarder les sites sur Facebook Circolo Franco Italiano ou la section Italie sur le groupe LinkedIn. À bientôt et merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Presto. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Ciao. Au revoir. Salut Emmanuel. Et Angelo, n'hésite pas à nous tenir au courant si tu viendras en Italie. On pourra organiser une rencontre, une conférence. Perché tu sei in Italia? Perché tu sei in Italie là? Oui, oui, je suis à Milan. Ah d'accord, je ne savais pas. D'accord, mais avec plaisir, on peut organiser. Lei è proprio nel foyer. Eh oui. Il y a Andrea Barbaria qui nous écoute, qui peut-être peut prendre la parole, qui est à Rome, qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Sì, sì, ciao Angelo. Ah, Andrea! Scusa, ma sto finendo un documento, quindi seguivo, je suivais un peu le débat. En fait, les questions qui m'intéressaient davantage étaient plutôt les questions juridiques, force majeure et tout cela, mais je n'étais pas vraiment concentré à 100%, donc je ne pouvais pas faire des questions intelligentes. La session a été enregistrée. D'ailleurs, je vais faire stop. Tu pourras le réécouter, Andrea.